Bonjour à tous, merci de me recevoir. Je salue toute l'équipe VetInTech qui fait un boulot de dingue sur la e-santé animale, effectivement, que j'ai eu le plaisir de lancer il y a quelques années avec Annick comme complice et comme faire valoir tout simplement parce que je ne suis pas vétérinaire et effectivement, quand on m'a demandé de créer cette e-santé animale à l'université d'e-santé de Castres, quoi de plus naturel que d'appeler Annick et je vois qu'elle a pris avec toute l'équipe de VetInTech en main cette question de la e-santé animale et je suis super fier et à chaque fois super content de suivre leurs activités à tous, y compris ce CES. Si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y avec plaisir. Alors Annick vous l'a dit, il y a un pognon de dingue dans la e-santé humaine, un pognon de dingue, vraiment plus de 100 milliards de dollars qui ont été levés dans le monde depuis 10 ans maintenant. Alors je vais me permettre de te corriger, Annick, tu as parlé d'Alan tout à l'heure. Alan n'est pas un système de chirurgie, mais une assurance en fait digitale. Mais en fait, ces quatre entreprises dont vous avez parlé, qui sont Okin, Alan et Dental Monitoring pour le dentaire et puis Doctolib, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ben, ce sont tous des plateformes. Donc, j'aurais pu vous parler du pognon de dingue, pu vous parler des technologies de dingue avec la réalité virtuelle, avec la réalité augmentée, la blockchain, l'Internet des objets, tous ces objets connectés qui arrivent. J'ai préféré essayer de revenir un petit peu à l'essentiel, qui était cette transformation digitale et ce qu'elle impliquait pour vous. Si Annick, tu veux bien passer cette slide. Effectivement, pour me présenter rapidement, moi j'ai passé quelques années dans l'industrie pharmaceutique. Il y a une dizaine d'années, je suis devenu sur les réseaux sociaux PharmaGeek après un MBA en digital marketing. J'ai fait un premier voyage à Silicon Valley en 2012. Je me suis dit que les startups, c'était cool. Je suis rentré dans pas mal de startups de e-santé que j'accompagne sur différents sujets. Euh, J'interviens auprès d'un certain nombre d'acteurs, que ce soit de la tech qui veulent aller vers la santé ou de la santé qui veulent se digitaliser. Je suis l'animateur du podcast du ministère de la Santé qui s'appelle 100 jours pour réussir sur les sujets d'innovation en santé. Je continue à faire une veille intensive sur mes réseaux sociaux, sur LinkedIn, si jamais vous voulez me suivre. Et effectivement, je suis le directeur pédagogique du MBA DMB, Digital Marketing et Business Santé de l'EFAP. Allez, on démarre, Annick. Effectivement, si jamais vous voulez aller plus loin après ce préambule sur les plateformes, je vous recommande un certain nombre de lectures qui sont intéressantes. Vous verrez que ce sujet de la plateforme est un sujet essentiel pour comprendre la transformation digitale et ce qu'on vit maintenant depuis une trentaine d'années avec l'arrivée d'Internet et puis toute cette digitalisation des secteurs économiques qu'on connaît depuis. OK, slide suivante. Alors, pourquoi s'intéresser aux plateformes? Slide suivante. Vous le savez, vous l'avez probablement évoqué, depuis 30 ans, on a une transformation avec l'arrivée d'Internet en 1991. Le World Wide Web est né et avec lui est née une autre façon de partager l'information. Alors, il était lui-même issu d'une révolution informatique, hein, de cette loi de Moore et de ce doublement de la puissance des processeurs à coût constant. Et puis, on a vu un certain nombre de révolutions s'enchaîner depuis 30 ans qui ont bouleversé nos façons de travailler, nos façons de voyager, nos façons d'avoir des loisirs, maintenant nos façons de se déplacer. Et puis, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas, c'est loin d'être fini, puisqu'on voit une accélération encore aujourd'hui avec le développement de tout ce qui va être plateforme, data, machine learning, intelligence artificielle, smart tout, hein, smart objet, mais aussi smart car. Il y avait Vivatech, qui est un peu l'équivalent du CES il y a quelques jours à Paris. Et effectivement, il y avait un stand Audi. Alors, on connaît Tesla avec ses voitures électriques, mais il y avait un stand Audi avec Car as a Device, donc le car comme la voiture comme un objet connecté. Et c'est vrai que de plus en plus, on va avoir tout autour de nous un écosystème de plus en plus connecté qui va générer pas mal de choses. Donc, c'est pour ça aussi sur la transformation digitale, il faut rester humble, puisqu'il n'y a pas 5 ou 6 générations qui ont vécu cette transformation. On est les premiers, je dirais, à subir ces transformations. Et en plus, ces transformations n'arrêtent pas de se modifier, de s'accélérer, de se changer. Et les réseaux sociaux d'il y a 15 ans, quand ils sont nés, ne sont pas les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Les usages il y a 10 ans ne sont plus les usages d'aujourd'hui. Et on voit bien que tout ça n'arrête pas de changer et rend très difficile pour chacun d'entre nous à titre individuel, personnel ou professionnel,
ou pour les entreprises de prendre ça en compte et d'arriver à trouver les bonnes stratégies, de prendre les bonnes décisions. Donc voilà. Slide suivante, s'il te plaît, Annick. Effectivement, Annick l'a mentionné, l'année dernière, je crois que c'est un peu plus de 2 milliards d'euros qui ont été levés en France. Vous voyez les chiffres là qui sont Startup Health, c'est l'un des grands incubateurs américains qui donne les chiffres au niveau mondial. Il y a Rockels aussi qui donne les chiffres au niveau américain. On voit qu'il y a plus de 100 milliards de dollars qui ont été, je dirais, investis. Pour autant, vous comme moi, quand on va chez le médecin, on n'a pas l'impression que la vie du médecin a été bouleversée et notre vie en tant que patient n'est pas encore totalement bouleversé. On n'a pas des usages très, très différents. Certes, pendant le Covid, on a développé un peu de téléconsultation parce qu'on était bloqué chez nous, mais la nature a vite repris ses doigts puisque la téléconsultation est vite retournée à des choses assez anecdotiques puisqu'on est autour de 4-5% aujourd'hui de consultation. Alors, c'est toujours des centaines de fois plus que ça ne l'était avant le Covid, mais ça reste quand même relativement anecdotique dans les usages. Il y a beaucoup de médecins qui, d'ores et déjà, ne la font plus trop. Donc, on voit bien qu'on a du mal à développer les usages malgré des investissements très, très forts, malgré pléthore de startups et pléthore je dirais, de possibilités technologiques qui se développent. Slide suivante. Je voulais quand même revenir avec vous sur ce qui me semble être les 3 grands changements de cette transformation digitale, à titre à la fois individuel et à titre à la fois je dirais, professionnel. D'abord, on est tous devenus des individus médias. C'est-à-dire on s'est tous emparés de ce digital pour devenir beaucoup plus communicants, à la fois partager nos expériences sur la fourchette, sur TripAdvisor, créer des réseaux sociaux pour pouvoir communiquer avec nos amis, avec des marques, ouvrir un blog. Donc, on a tous cette possibilité aujourd'hui de créer du contenu extrêmement facilement, de mettre nos photos sur Instagram, de partager nos états d'âme ou que sais-je. Et donc, ça change complètement et c'est ce qu'on voit dans la santé avec ce qu'on appelle aussi le patient empowerment. Les patients d'aujourd'hui ne sont plus du tout ceux d'hier. Ils ont accès à Dr Google, ils peuvent aller chercher de l'information, ils peuvent challenger les diagnostics du médecin, ils peuvent challenger les prescriptions du médecin. Et puis, vous le voyez sûrement dans le monde vétérinaire, hein, l'éleveur, lui aussi, a accès à Google. Le propriétaire d'animal a lui aussi accès à Google. Lui aussi, il va partager son expérience d'utilisation de tel ou tel traitement, de tel ou tel vétérinaire. Il va noter ou évaluer les expériences qu'il a. Donc, on est des individus médias et il faut le prendre en compte dans la façon de travailler, d'appréhender le digital. La deuxième chose, c'est qu'en tant qu'individu média, ah non, 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 on ne change pas les slides, Annick, s'il te plaît. La deuxième chose, c'est qu'en tant qu'individu média, notre exigence, elle est ATAWAD. ATAWAD, c'est un acronyme anglo-saxon pour dire Anytime, Anywhere, Any Device. Je veux pouvoir me connecter tout le temps, partout, à partir de n'importe quel écran, que ce soit dans ma voiture, que ce soit avec mon frigidaire, que ce soit dans mon cabinet médical ou que ce soit à ma maison de campagne. Je veux pouvoir accéder à l'information, qu'il soit minuit, qu'il soit 2 heures ou 5 heures l'après-midi. Cette notion d'ATAWAD, elle est extrêmement importante aussi et on se doit de faire en sorte de développer des contenus qui soient accessibles partout, tout le temps, par tous et sur n'importe quel type de device. Et puis, troisième et dernier changement, là, tu peux changer, c'est l'avènement, ce qu'on appelle l'avènement des plateformes. C'est-à-dire, je vous ai mis là, par exemple, un comparatif entre 2008 et 2018 des premiers classements de valorisation boursière. Si on était remonté encore plus dans le temps, ça aurait été encore plus flagrant, mais on le voit aujourd'hui, toutes les premières places de capitalisation mondiale ont été complètement préemptées par les plateformes, que ce soit Google, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, vous les voyez là, hein, les Chinois, Tencent, Alibaba, les économies traditionnelles qui étaient auparavant dominatrices, le retail, le pétrole, le tabac, l'industrie pharmaceutique, est passé loin derrière ces capitalisations qui sont colossales, qui donnent des moyens extrêmement importants à ces plateformes-là de développer. Hein. Il suffit de regarder la feuille de route d'Amazon pour se rendre compte qu'Amazon est en train de taper dans tous les secteurs les uns après les autres avec une approche qui est très simple. Hein. Moi, je m'en fous de perdre de l'argent au début du moment que je bouffe tout le monde. Et puis après, je remonte mes exigences par rapport à tout ça. Donc, les plateformes sont réellement le grand changement de cette transformation digitale et vous aurez des plateformes dans le monde vétérinaire. Vous en avez probablement déjà et vous en aurez de plus en plus qui arriveront. Slide suivante. Effectivement,
La plateforme, elle est permise par pas mal de choses, à la fois technologiques et à la fois dans les usages. D'abord, vous le savez, hein, ce monde digital est un monde qui produit de la donnée en quantité exponentielle, astronomique. Si on regarde ne serait-ce que la santé, la masse de données dans la santé, dans les années 50, elle doublait tous les 50 ans. Quand vous arriviez dans le début des années 2000, elle doublait tous les 8 ans. Aujourd'hui, la masse de données dans la santé double tous les 73 jours. Hein, donc là, on a vraiment quelque chose d'extrêmement exponentiel qui fait que si on veut pouvoir stocker, utiliser, partager, exploiter ces données, il faut qu'on ait des plateformes qui soient robustes pour pouvoir traiter de tout ça. Donc la plateforme, c'est avant tout effectivement un système de cloud qui va permettre d'héberger tout ça. Dans son ADN, slide suivante s'il te plaît, le propre de la plateforme, même si c'est difficile de la définir, puisqu'on la définit aussi par rapport au contexte, hein, il y a plusieurs typologies de plateformes, mais globalement, une plateforme, c'est quelque chose qui va permettre de connecter plusieurs acteurs de façon pertinente. Hein. Donc, ça va décloisonner, ça va permettre de partager l'information et de générer une proposition à valeur ajoutée. Une marketplace, par exemple, est une plateforme et on verra tout à l'heure différents types de plateformes qui existent aujourd'hui en santé. La plateforme, ce qu'elle gère, c'est la multitude. C'est la multitude de données, c'est la multitude d'acteurs. Elle va casser les silos, elle va permettre à différents acteurs, à différentes briques de solutions, de cultures différentes, de s'agréger pour pouvoir proposer une expérience à l'utilisateur, que ce soit un utilisateur B2B, B2C, peu importe. Donc voilà. Slide suivante, effectivement, elle va utiliser l'explosion des technologies qu'on connaît aujourd'hui, alors à la fois dans son infrastructure, hein, avec des notions de cloud, d'infrastructure as a service, de plateforme as a service, de solution as a service. Donc, on va avoir différents niveaux, je dirais, de technologie d'infrastructure, mais on va avoir aussi dedans parfois de la blockchain qui va permettre de gérer la traçabilité de la donnée, la gestion des contrats. On va avoir de l'IoT qui va venir se brancher pour pouvoir répondre à un certain nombre de problèmes. Donc voilà, donc la plateforme, c'est quelque chose de très ouvert et on le reverra tout à l'heure, c'est quelque chose de très interopérable qui va pouvoir faire entrer des données de différentes typologies, de différentes technologies pour pouvoir créer une expérience, quelque chose de pertinent pour les utilisateurs. Slide suivante, s'il te plaît. Effectivement, le cœur de Reactor, le cœur du business de la plateforme, ce sont les données. Hein, vous l'aurez bien compris, c'est l'endroit où on va stocker la masse incroyable de données qu'on génère avec nos vies digitales. Et à partir de là, on va pouvoir faire travailler des algorithmes, du machine learning, de l'intelligence artificielle, j'en passe et des meilleurs. Là aussi, je pense que vous en aurez parlé. Hein, donc, même si ce n'est pas aussi idéal que ce qu'on veut bien le croire sur l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'on est en train de faire des progrès colossaux pour pouvoir effectivement traiter cette masse de données et faire en sorte de pouvoir solutionner un certain nombre de problèmes. On le voit dans la santé, on a aujourd'hui un certain nombre d'intelligence artificielle experts qui sont capables de lire des radiologies avec des niveaux je dirais de résultats qui sont extrêmement performants. Tout ça validé par la FDA ou par les agences européennes. L'idée, c'est pas de remplacer, l'idée, c'est d'augmenter le médecin, c'est de refaire gagner du temps aux médecins sur d'autres types de sujets. Mais c'est pas le propos du jour de savoir si cette technologie doit remplacer ou augmenter. Mais en tout cas, c'est une réalité, elle est déjà opérationnelle, elle est déjà je dirais, effective dans un certain nombre de choses qui nous entourent dans la santé et dans d'autres sujets. Slide suivante. Après, la force aussi d'une plateforme, c'est cet effet réseau, hein, c'est ce qu'on appelle l'effet Metcalfe, c'est de mettre en lien un certain nombre d'acteurs, de mettre en lien un certain nombre d'utilisateurs pour pouvoir partager. Alors, vous voyez par exemple une plateforme comme Vinted, où on va mettre en réseau des milliers de gens qui ont des vêtements à vendre et des milliers de gens qui veulent acheter des vêtements pas chers. Vous le voyez sur Facebook, vous le voyez sur Amazon, où on va pouvoir faire rentrer sur la marketplace des distributeurs, des vendeurs, et puis de l'autre côté, bénéficier de la masse d'utilisateurs. La force d'une plateforme, c'est ça aussi, c'est de pouvoir fédérer un certain nombre d'acteurs, à la fois d'acteurs industriels, mais aussi d'utilisateurs, acheteurs, pour pouvoir développer son activité et accélérer effectivement son développement.
Slide suivante. Donc, il y a beaucoup d'ouvrages sur effectivement les typologies de plateformes en santé. Là, c'en est un qui a été fait en Allemagne il y a quelques mois. Effectivement, c'est pour vous montrer la diversité de la typologie des acteurs qui peuvent s'agréger sur une plateforme. Il faut imaginer la plateforme comme étant une brique, comme étant une multitude de briques qui viennent là-dessus. Alors, d'un côté, on peut avoir par exemple le retail qui va permettre d'acheter les médicaments, d'acheter le matériel ou de louer le matériel pour l'hospitalisation à domicile, pour pouvoir commander des analyses de biologie, pour pouvoir faire de la téléconsultation. Donc, l'idée d'une plateforme, c'est vraiment de pouvoir fédérer un certain nombre de briques qui vont permettre de gérer un besoin, une expérience, construire une solution qui soit autour de ces questions de santé. Slide suivante. Autre document de la société Roland Berger qui a fait un panorama des plateformes. Vous allez retrouver là un certain nombre de choses. En abscisse, vous avez le nombre d'utilisateurs. Alors, il faut savoir que les plus grandes plateformes sont chinoises avec 200, 300 millions d'utilisateurs comme Ping Conductor, qui est une plateforme chinoise notamment. Alors, je ne pourrais même pas la réduire en vous disant c'est une plateforme de téléconsultation parce qu'elle fait tout. Et vous avez en ordonnée les différents niveaux je dirais, de services qu'elles peuvent apporter, tout en haut étant effectivement la totalité des services. Alors, vous voyez, Pin Doctor est en haut à droite, ça veut dire qu'elle est à la fois avec beaucoup d'utilisateurs et qu'elle propose beaucoup de services. C'est-à-dire que vous pouvez faire de la téléconsultation, mais vous pouvez aussi organiser toute votre hospitalisation. Vous pouvez utiliser WeChat, qui est le Facebook chinois, et la fonctionnalité WePay, qui est une solution de paiement pour payer votre hôpital. Vous pouvez utiliser Grab, qui est l'équivalent Uber asiatique pour pouvoir faire tout ce qui est transport sanitaire jusqu'à l'hôpital ou jusqu'au médecin. Donc voilà, on a énormément de briques de solutions qui vont venir s'agréger dedans avec des applications de santé, avec des IoT aussi, donc des objets connectés qui vont permettre de prendre votre santé. Vous retrouverez Doctolib à peu près vers le milieu sur la droite. Voilà, aujourd'hui, Doctolib ne fait entre guillemets que de la prise de rendez-vous, de la téléconsultation, commence à rentrer dans le marché du logiciel de gestion du cabinet médical, mais petit à petit, on peut imaginer que Doctolib, avec tout l'argent qu'il a levé, va de plus en plus aller loin sur l'intégration de nouveaux services. Pourquoi pas avec des stores d'applications, pourquoi pas avec des solutions de santé qu'ils pourraient développer. On verra bien vers quelle direction ils vont se positionner. Et puis surtout aussi de l'acquisition dans d'autres pays pour devenir, je dirais, le géant mondial, parce que c'est aussi une de mes conclusions. Hein. En général, à la fin, il n'en reste plus qu'une. C'est un peu comme Highlander. Les plateformes ont tendance à être très monopolistiques pour finir. Slide suivante. Donc, quelques exemples de plateformes. On a connu pendant le Covid la plus grosse fusion de la e-santé avec 18 milliards de dollars de rapprochement de deux plateformes géantes américaines. D'un côté, vous avez Livongo. Livongo, c'est une plateforme qui va permettre aux patients de gérer leur maladie chronique. Hein, donc, c'est ce qu'on va appeler une digital thérapeutique. Elle va accompagner le patient dans ses changements de comportement, l'observance au traitement et ainsi de suite. Et de l'autre côté, une plateforme qui s'appelle Teladoc, qui est le géant américain de la télémédecine. Et donc, les deux plateformes se sont rapprochées. Donc, d'un côté, on a une solution, de l'autre côté, on a une distribution. Et donc, on voit un modèle qui est en train d'émerger de plus en plus entre des plateformes qui distribuent au niveau des patients et des plateformes qui accompagnent le patient dans leur vie avec la maladie et avec le traitement. Et depuis, on a vu un certain nombre d'autres rapprochements de ce type se faire. Autre slide. On a en France aussi ces digital thérapeutiques qui sont en train d'arriver. On a un laboratoire français, Etipharm, qui a créé une division digital thérapie, qui a commencé à faire passer au niveau de la HAS des digital thérapeutiques en termes de validation. Notamment, la première s'appelle Deprexis dans la prise en charge de la dépression. Alors, la HAS a rejeté pour l'instant le premier dossier. Il n'en reste pas moins qu'Etipharm, il y a quelques jours, quelques semaines, a annoncé qu'il commercialiserait quand même cette digital thérapeutique qui est fait de rendez-vous et de gestion à la fois digitale et de téléconsultation de psychiatrie
pour l'accompagnement de patients atteints de dépression. Donc voilà, donc là, on va en voir de plus en plus. En Allemagne, il y a déjà un système de prise en charge et de remboursement qui s'appelle le DIGA. On est en train de mettre en place ce système de DIGA en France pour pouvoir prendre en charge les digital thérapeutiques. Mais je ne vais pas avoir le temps de m'étendre là-dessus, mais en tout cas, sachez qu'il y a de plus en plus de digital thérapeutiques qui arrivent et il y en a déjà quelques-unes qui sont remboursées, notamment dans le cancer du poumon ou dans la détection de maladies ophtalmiques par la HAS et par le CEPS. Slide suivante. Alors, des digital thérapeutiques, on en a, je dirais, la première, moi je l'avais rencontrée en 2012 à San Francisco, c'est Omada, c'est celle que vous voyez à l'écran là. Omada Health est la plus grande digital thérapeutique américaine, prise en charge du prédiabète de type 2. Vous rentrez dans une équipe de 12 personnes, vous avez un coach, on vous donne une balance connectée, on vous donne un bracelet connecté, vous payez 130 $ par semaine, vous êtes pendant 16 semaines accompagné. Pendant 16 semaines, on vous aide à changer vos comportements diététiques pour éviter d'aller vers le diabète de type 2 qui poserait des complications de santé et qui aurait un coût à la fois d'assurance et un coût de santé pour vous. Ça marche tellement bien que c'est remboursé aujourd'hui par l'assurance américaine, ça marche tellement bien que c'est assuré par les assurances, c'est remboursé par les assurances privées américaines, qu'ils ont levé plusieurs centaines de millions de dollars pour pouvoir créer d'autres digital thérapeutiques, notamment sur les troubles musculo-squelettiques et sur tout ce qui est troubles mentaux aussi. Donc voilà le type de digital thérapeutique qu'on va voir arriver de plus en plus, celle qui consiste avec ou sans traitement médicamenteux à changer les comportements ou accompagner les patients dans la pathologie. Slide suivante. Autre digital thérapeutique sur le diabète de type 2, mais là, elle est intéressante parce que c'est un rapprochement entre Google d'un côté et Sanofi de l'autre. Les deux se sont rapprochés pour créer Ondio, qui est une plateforme de digital thérapeutique de prise en charge du diabète. Il faut savoir que Google a en plus l'assureur Oscar, qui est un assureur digital aux États-Unis. Donc, on pourrait imaginer demain un système où on est à la fois quand on est patient, on va rentrer dans une plateforme gérée par Google avec les objets connectés Google pour suivre sa glycémie, par exemple, avec l'assurance Google pour être remboursé si on est bien observant et bien utilisateur de la plateforme, et avec le traitement Sanofi qui serait inclus dans la plateforme, par exemple. Donc voilà les modèles qu'on voit émerger petit à petit et qui risquent d'arriver dans les années à venir. Alors d'abord aux États-Unis, mais probablement aussi en Europe à terme si on ne fait pas attention un petit peu à ce qui sera développé. Slide suivante. Donc là, c'est un autre exemple d'intégration de plateforme autour du parcours de soins. Donc, c'est vraiment pour accompagner le patient tout autour de son parcours de vie, de l'hospitalisation, avant l'hospitalisation, après le retour à domicile. Donc, ça, c'est juste pour vous donner un autre exemple d'intégration verticale de plateforme. Slide suivante. Plateforme ultra connue aux États-Unis qui s'appelle Patient Like Me. Donc là, on est une plateforme sur ce qu'on appelle les données en vie réelle. Il faut savoir que maintenant, grâce aux objets connectés, on va récupérer de plus en plus de données issues des objets connectés, de nos applications mobiles et ainsi de suite. 850 000 patients qui sont sur cette plateforme, qui représentent à peu près 2800 pathologies différentes, qui vont régulièrement donner de la donnée à travers des questionnaires auxquels ils répondent, à travers des objets connectés. Le modèle économique, c'est vendre la donnée aux laboratoires pharmaceutiques qui payent des contrats de 5 ans, 5 millions de dollars par an, où il y a des data scientists qui vont travailler sur la donnée pour pouvoir valoriser, anonymiser la donnée, mais donner aux laboratoires pharmaceutiques des retours en vie réelle de la vie des patients, de l'attente des patients, des vécus des patients par rapport au traitement. Et donc ça, c'est extrêmement valorisant. Slide suivante. Voilà. Après, vous aurez toutes les plateformes de pharmacie qui sont en train de se développer avec Amazon en tête de pont, qui a vraiment envie. Alors déjà aux États-Unis, ils ont déjà leur propre marque propre de médicaments OTC notamment, et de plus en plus, on va les voir arriver avec leurs propres médicaments pour pouvoir développer. Il suffit de regarder quand on voit le plus gros laboratoire pharmaceutique mondial fait 70 milliards de chiffre d'affaires, et quand on voit la valorisation d'un Google ou d'un Apple, voilà, s'ils voulaient vraiment racheter un laboratoire, ils le feraient.
Pour l'instant, ce n'est pas dans leur stratégie. Ils ont développé beaucoup de choses autour de la santé. Il y a beaucoup de partenariats entre laboratoires et géants de la tech qui sont en train de se développer. Et c'est vrai que toute cette vente de médicaments en ligne aussi vont se développer de plus en plus en partenariat avec les assurances aussi, justement pour maîtriser ces coûts de santé. Slide suivante. On va avancer, je pense que dans le temps. Ça vient juste d'être lancé. C'est Bayer, le laboratoire Bayer qui vient de lancer une plateforme, une marketplace pour mettre toutes les intelligences artificielles, les solutions de machine learning en radiologie. L'idée, c'est vraiment d'agréger, de faire une marketplace de mise à disposition de solutions. On va voir arriver de plus en plus ces marketplaces d'applications mobiles, d'objets connectés, le tout étant à chaque fois de pouvoir réunir, fédérer autour d'une même plateforme un certain nombre d'acteurs. On verra bien si Bayer arrive à son pari. Je ne sais pas s'il aurait dû le faire sous son nom de marque ou au contraire sous un autre nom qui soit moins connoté d'un laboratoire pharmaceutique, mais ça a été lancé il y a quelques jours. On verra bien le résultat dans quelques mois. Slide suivante. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on est dans les plateformes, il y a cette notion derrière de méta-plateforme, c'est-à-dire qu'il y a au-dessus de la plateforme encore une qui va dominer. L'exemple le plus flagrant, c'était par exemple Uber, qui dépendait de Google Maps pour sa solution de mobilité. Donc, quand Google a décidé de faire ses propres solutions de mobilité ou de ne plus donner accès à Uber à Google Maps, ben forcément, Uber était dans une grande difficulté. Donc, on voit apparaître beaucoup de métaplateformes qui vont gérer à la fois l'infrastructure des plateformes qui sont plus petites. Amazon est une métaplateforme. Là, on a l'exemple de Tencent, qui est une métaplateforme, qui est une plateforme chinoise. Amazon Web Services devient aussi une infrastructure et une métaplateforme de plus en plus importante. Microsoft Azure devient… Donc, on voit des géants qui sont en train de prendre la main parce que c'est leur technologie, leur infrastructure, je dirais, leurs briques qui vont dominer les autres briques et nombre d'acheteurs, nombre de distributeurs aujourd'hui dépendent d'Amazon pour vendre leurs produits et le jour où Amazon leur ferme la porte ou leur demande de vendre moitié moins cher pour rester sur la plateforme, ils sont obligés de le faire parce qu'ils sont dépendants de ça. C'est ça le concept de méta-plateforme. Slide suivante. Et je voulais vraiment vous en parler parce que, on le verra tout à l'heure, on est en train de créer une métaplateforme d'État au niveau français. L'importance dans la plateforme, c'est aussi qu'elle soit le plus ouverte possible avec le concept d'API, hein, donc qui permet effectivement de gérer des interfaces entre différentes solutions. Je voulais partager avec vous, slide suivante, un écrit, un mail qu'a envoyé en 2002 Jeff Bezos à tous les collaborateurs d'Amazon, qui est resté célèbre comme le mandat API, où il explique pourquoi il faut que le système soit ouvert, soit compatible avec tout et tout le monde, justement pour pouvoir devenir la plateforme dominante, que tout le monde travaille avec eux, qu'eux puissent intégrer l'ensemble des acteurs des différents secteurs. Et puis, il précise à la fin, vous voyez, tous ceux qui ne le feront pas seront virés. Donc, c'est la force d'Amazon, c'est d'avoir été créé dès le départ comme quelque chose d'extrêmement ouvert, d'extrêmement cannibale pour les secteurs dans lesquels ils rentrent, et ensuite de devenir monopolistique, et ensuite de faire la règle, de faire la loi dans les secteurs dans lesquels ils sont rentrés. Slide suivante. Donc effectivement, je pense que le temps joue contre moi, donc je vais avancer, mais donc vous l'aurez compris, une plateforme, c'est avant tout du cloud. Slide suivante. C'est extrêmement important de gérer aussi des notions de standards, c'est-à-dire de faire en sorte que toutes les données qui rentrent, on arrive à les comprendre, qu'elles soient, je dirais, interopérables, qu'elles puissent s'agréger et se traduire et se travailler de façon intelligente. Donc, il y a des standards qui sont en train de s'imposer dans la santé. L'un d'entre eux est FHIR, c'est celui d'Apple. Vous avez HL7, vous avez IHE. Voilà, il y en a 3 ou 4 qui sont en train de prendre le lead et qui font en sorte que toutes les données soient interopérables. Et c'est ce qu'on a fait beaucoup au niveau français pour faire en sorte que l'hôpital, la pharmacie, le médecin puissent se parler à terme. Slide suivante. Donc, je reviens sur un livre que je vous ai mis en introduction et sur ce qui se fait en France depuis 3 ans à travers
ce qu'on appelle le virage du numérique en santé ou Ma Santé 2022. Vous savez que depuis 3 ans, on est en train de construire le système de santé numérique français. Ça a été dirigé par Dominique Pont qui dirige la clinique Pasteur à Toulouse et par Laura Letourneau qui a écrit ce livre que je vous ai mis en introduction qui s'appelle Ubérisons l'État avant que d'autres ne s'en chargent, où elle explique dans le livre pourquoi il faut que l'État français devienne une méta-plateforme, se transforme lui-même en plateforme pour pouvoir faire en sorte de construire, guider et éviter que ce soit un Google ou un Apple qui viennent le remplacer, c'est ce qu'ils ont réussi à faire depuis 3 ans. Slide suivante. À tel point que ça s'est construit à travers cette maison qui explique les différentes transformations numériques du système de santé français. Vous l'avez peut-être déjà vu. Il y a un rapport qui a été fait il y a quelques jours, un bilan des 3 ans. Donc, je vous invite à regarder sur Internet, vous le trouverez, qui explique tout ce qui a été fait dans ce sens-là pour construire la méta-plateforme santé de l'État. Slide suivante. Et à tel point, c'est une méta-plateforme qu'à un moment donné, quand tout a été fini, on a demandé à tous les acteurs de l'écosystème numérique français de s'engager pour la e-santé en signant une charte. D'ailleurs, Doctolib a refusé de la signer au départ parce que, en fait, quand vous êtes une plateforme satellite, ce qu'on appelle une plateforme satellite d'une méta-plateforme, vous êtes dépendant de la méta-plateforme et de ses changements. Donc, ça veut dire que si l'État un jour dit le standard, ce n'est plus Fire, c'est IHE, ben, vous devez changer votre plateforme. Et ça, Doctolib, qui veut être international, dit mais moi, je ne peux pas dépendre du bon vouloir de l'État français pour construire ma société, pour construire mon industrie. Et en même temps, l'État français lui dit mais si tu ne signes pas ça, ben, tu ne seras plus du tout intégré dans l'État et le système de santé français. Donc, ils ont fini en leur tendant le bras par signer cet accord et cette charte engagée pour la e-santé, mais aujourd'hui, l'État français a réussi à se créer comme une méta-plateforme et à décider tout ça. Et justement, on va, slide suivante. L'État plateforme est devenue aussi une plateforme d'État, puisque vous avez probablement, chacun d'entre vous, reçu un mail, peut-être créé votre espace santé ces dernières semaines. Donc, on va créer pour l'ensemble des Français un espace santé. On leur a déjà créé un identifiant national de santé qui va remplacer le numéro de sécurité sociale que vous connaissez. Et on est en train de faire en sorte que cette plateforme-là s'impose comme étant celle qu'on doit tous utiliser, soignants comme patients, pour pouvoir partager nos données. Il y aura un catalogue, ce qu'on appelle un catalogue, mais qui sera un store d'applications et de digital thérapeutique remboursé, validé par l'État, correspondant à une charte à nouveau mise en place par l'État qui s'appelle la doctrine technique. Donc la barre est très très haute, très ambitieuse, mais en tout cas très structurante par rapport à cette notion de plateforme d'État et d'État-plateforme en matière de santé. On a d'autres exemples, hein, slide suivante. On a une autre plateforme d'État qui s'est imposée à Singapour, puisque Singapour a fait un appel d'offres pour trouver un acteur qui l'accompagne dans la gestion de la population, c'est 5-6 millions d'habitants. Celui qui a gagné, c'est Apple. C'est Apple qui gère aujourd'hui tout ce qui est mon espace santé, je dirais, à la singapourienne. Et puis, avec en plus la possibilité pour les citoyens de Singapour d'acheter une Apple Watch et en changeant leur comportement hygiéno-diététique, en travaillant sur leur sommeil, sur leur alimentation, sur leur sédentarité, gagner l'équivalent de 380 dollars singapouriens sur 2 ans, justement pour travailler sur des notions de santé publique et de bien-être de la population de Singapour. Slide suivante. Alors, est-ce que, effectivement, pour conclure, bon, je pense que vous êtes déjà en tant que, notamment, je m'adresse aux vétérinaires, une clinique vétérinaire, vous faites du soin, vous gérez de la clientèle, vous vendez du médicament, vous faites de la radio. Je dirais que vous avez déjà un certain nombre d'activités. Vous êtes d'une certaine façon probablement déjà une plateforme avec des systèmes d'information multiples. Alors, probablement pas ou peu interopérables parce que chacun de vos partenaires, éditeurs vont cloisonner les choses et c'est peut-être là où il y aura du travail à faire. Je regarde par exemple au CHRU de Lille, c'est 1400 logiciels
qui coexistent avec peu d'interopérabilité entre eux. Donc là, normalement, d'ici quelques mois, avec le Ségur du numérique, tout ça devrait communiquer et être interopérable avec le même langage et permettre je dirais, de suivre le patient. Alors ça, c'est dans un monde idéal. Dans la réalité, ça sera probablement pas le cas d'ici la fin de l'année, mais voilà, je pense que la clinique vétérinaire aussi aura besoin de ces systèmes d'information unifiés et de se transformer petit à petit en plateforme pour pouvoir bénéficier, pourquoi pas, d'autres plateformes ou s'intégrer. Donc voilà. Slide suivante. Donc pour conclure, la plateforme, c'est hyper intéressant pour casser les silos, hein. Donc ça, c'est vraiment ce qui est pertinent grâce à la plateforme. On va pouvoir agréger les données, on va pouvoir fédérer un certain nombre d'acteurs qui sont naturellement différents pour pouvoir répondre à une problématique ou améliorer un service. Slide suivante. Il n'y a pas de plateforme idéale, il n'y en a pas une voilà, qui répond à tous les besoins et qui fait tout, y compris le café. Donc là, c'est sûr qu'on n'a pas encore la solution, même si dans leur secteur, elles peuvent être très rapidement assez omniprésentes comme les Amazon dans un certain nombre de secteurs. Mais en tout cas, il n'y a pas de modèle de plateforme idéal sur lesquels on peut se baser et reproduire très facilement. Slide suivante, et je pense que c'est la dernière. Par contre, il est clair qu'une fois qu'il y a une plateforme qui s'impose dans un domaine, qui s'impose sur un service, qui s'impose sur un besoin, en général, elle gagne tout et c'est très, très dur de la déloger parce que le coût de création, le coût d'acquisition, le coût d'acquisition à la fois de la donnée, à la fois des utilisateurs et des acteurs qui pourraient participer à la plateforme est très compliqué. Et donc, effectivement, c'est pas forcément le premier arrivé, c'est pas forcément celui qui a le plus d'argent. Le mécanisme n'est pas forcément celui-là, mais en tout cas, à la fin, il n'en reste qu'un et il prend en général le marché considéré. Voilà, je crois que j'ai fini. Je suis à peu près dans le timing, il me semble, Annick, 45 minutes. Je crois que ça doit le faire. Je crois que c'est parfait. Merci Lionel. Merci.